Langage du juriste, l'initiation au raisonnement juridique. La deuxième édition de la journée scientifique Doc et Jury a ouvert ses portes ce vendredi 21 janvier 2022 dans l'amphithéâtre du fleuve Congo Hôtel. Droit, ressources naturelles et développement de la RDC, c'est le thème qui a permis à chacun des panélistes d'exposer devant l'auditoire. Et de règles qui vont participer à ce qu'on appelle le développement durable de la société. C'est comme ça que la responsabilité sociétale vient se greffer à cette notion-là de développement durable qui a été magistralement invoquée par Madame Donzé-Salut. Madame, les excuses, a dit. Ok, voilà. Alors, nous allons, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons rapidement aller. Parce que nous, comme juristes, nous devons nous poser une question. Quelle est la nature juridique et les fondements juridiques de la responsabilité sociétale? Parce qu'on parle de responsabilité, ça dit que c'est une source d'obligation. C'est quel genre d'obligation qui regorge la responsabilité sociétale de l'entreprise? Alors, sur cette question, nous avons fait le constat que, d'abord, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est un droit extra. C'est un droit à la fois hybride, parce qu'à la fois extra-patrimonial et patrimonial. Pourquoi? La dimension éthique. La dimension éthique ne peut pas être évaluée en argent. La dimension éthique, c'est plus par rapport à la réputation de l'entreprise. Ça couvre autant la dimension éthique et que les autres dimensions de responsabilité qui peuvent être évaluées en argent. C'est la raison pour laquelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, et nous avons relevé que cette responsabilité est à la fois un droit patrimonial et un droit extra-patrimonial. Nous avons également évolué plutôt pour distinguer la responsabilité sociétale des autres formes de responsabilité. Et là, nous avons constaté que c'est ce qu'on appelle, la responsabilité relève de ce qu'on appelle l'obligation. Il a à la fois la nature d'obligation naturelle, c'est-à-dire une obligation qui n'est pas assortie des sanctions, et à la fois une obligation juridique parfaite. Parce qu'il y a une dimension, comme j'ai dit, la responsabilité sociétale des entreprises va au-delà du droit. Ça prend le droit, mais ça ne peut pas être pris en otage par le droit parce que ça va au-delà, ça va jusqu'au niveau de l'éthique de comportement de la société, des sociétés, des entreprises. Et ça permet justement une expression de la citoyenneté, de la conscience citoyenne des entreprises devant les défis de développement durable des sociétés. Alors, là c'est ce qu'on a essayé d'épingler s'agissant de sa nature juridique. Alors, la nature juridique nous permet de situer quel rapport de droit il y a de quel rapport de droit on peut qui découle plutôt de la responsabilité sociale de l'entreprise. Nous trouvons deux acteurs majeurs dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a d'une part l'entreprise, bien sûr, qui est concernée comme créancier de l'obligation naturelle ou obligation juridique selon les cas, et d'autre part, les parties prenantes. Parmi les parties prenantes, c'est pratiquement tout ce qui se reconnaît comme avoir des prétentions, notamment il y a des sociétés sous-traitants, des fournisseurs, des travailleurs, la société générale, les parties, les communautés environnantes, des projets dans le développement où l'entreprise déploie ses activités. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc, ça fait d'une part, d'un côté, il y a l'entreprise et qui subit la pression d'un groupe des parties qu'on appelle parties prenantes qui font le winkulum, si je dois paraphraser un peu le professeur Kalongo Mbikai, le winkulum juris, les liens de droit entre, d'une part, l'entreprise et les parties prenantes. Alors, ces liens de droit donnent lieu à un régime juridique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par rapport à ces liens, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence, les régimes juridiques qu'on peut attribuer à la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, ce régime juridique dépend de plusieurs aspects. Premièrement, la question de la mondialisation, parce que, comme nous l'avons dit, il y a un aspect peut-être que j'ai oublié dans la présentation de départ, les deux actions que je devais présenter. Lorsqu'on compare les ressources naturelles avec l'entreprise, on voit que les ressources naturelles, et bien sûr, les ressources naturelles n'ont pas de frontières. Ils n'obéissent pas à la frontière, ils n'obéissent pas à la règle de droit d'un pays particulier. Parce que les ressources, prenons le cas du vent, le vent, ça circule, ça peut quitter Kinshasa pour se retrouver à Brazzaville, personne ne va l'arrêter. Et donc, lorsqu'on doit réglementer la question concernant les vents, on doit certainement tenir compte également
des questions de droit international. Et la raison pour laquelle, dans les régimes juridiques applicables aux ressources naturelles, à la responsabilité sociale, particulièrement dans les secteurs de ressources naturelles, les questions relèvent autant de droit interne que de droit international. S'agissant de droit international, les questions de droit international qui peuvent être invoquées dans le cadre de la RSC, nous allons voir qu'il y a bien des instruments internationaux. La plupart relèvent de la soft law, c'est-à-dire des droits qui ne sont, des droits qu'on appelle des droits mous, c'est-à-dire des droits qui ne sont pas assortis des sanctions juridiques coercitives. Et ce sont des droits, la plupart, je prends l'exemple par exemple de l'initiative pour la transparence à l'industrie extractive, ETA, où la plupart qui devient aujourd'hui comme un permis de travailler pour des sociétés minières, des sociétés qui vivent dans le secteur de l'industrie extractive, sans lesquelles on ne sait pas peut-être lever de fonds. Il y a aussi notamment la norme ISO 26000 qui également donne quelques contraintes aux entreprises qui opèrent dans le secteur des ressources naturelles, alors que ce n'est pas des règles juridiques contraignantes, ce n'est pas des règles juridiques qui s'imposent parce qu'ils ne sont pas assortis des sanctions. Alors, nous allons passer à la question, mais bien sûr, il y a des règles, il y a certaines dispositions légales des États, parce que je mets ça dans le compte des règles de droit international, mais c'est vrai, ce sont des règles de droit positif internes de certains États, mais qui ont des portées internationales qui vont au-delà des frontières. Je prends l'exemple de la loi numéro 2007-399 relative au devoir de vigilance de 27 mars 2017 en France. Et cette loi prévoit notamment l'obligation pour les sociétés par action employant en leur sein ou même dans leur filiale au moins 5 000 salariés en France et au moins 10 000 salariés dans le monde, d'établir un plan de vigilance, de les mettre en œuvre et de les publier. Il prévoit également l'édiction des plans, des mesures de vigilance raisonnables propres à identifier et à prévenir des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Et aussi, un autre point que j'ai pu relever également par rapport à cette loi, il y a la couverture des activités des sociétés filiales directes de sous-traitants et sur lesquelles également cette loi soumet un devoir de vigilance. Vous voyez, cette loi qui est prise en France, une entreprise française qui vient opérer en RDC, sa filiale, sera soumise à cette obligation. Alors, ça, nous sommes partis de... Maintenant, nous allons passer puisque nous avons parlé des lois qui ont portée internationale, nous allons passer maintenant sur les questions des règles de droit interne qui sont applicables à la responsabilité sociale dans les secteurs extractifs au Congo. Et il y en a deux sortes de règles. Il y a des soft law, bien sûr, c'est-à-dire, comme j'ai dit, la responsabilité sociale et sociétale plutôt. On peut aussi dire sociale parce que c'est un terme qui est utilisé indistinctement. Alors, la règle applicable plutôt à la RSC en RDC relève d'une part de la soft law, c'est-à-dire il y a des guides, comme l'exemple en 2015, il y a eu un guide qui a été pris à l'initiative de la FEC, et ce guide qui est pris les guides de la responsabilité sociétale des entreprises du secteur minier industriel dans la région du Katanga. C'est vrai que ce guide, dans sa conception, lorsqu'on lit l'intitulé, c'est comme si ça se résume seulement au lieu à régenter, bien sûr, de manière molle, je dirais, parce que c'est un droit mou, c'est pas un droit qui a sorti des sanctions. Alors, ce guide a quand même pour vocation de vouloir s'étendre à régenter pratiquement les domaines des ressources naturelles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo tel qu'il est ressorti dans son exposé des motifs. Alors, ça c'est en ce qui concerne la soft law applicable à la RSC, mais s'agissant des règles de la hard law, c'est-à-dire les droits durs, les droits assortis des règles juridiques sanctionnatoires, et nous pouvons citer un bon nombre de textes, notamment les textes applicables en matière qui réglementent les secteurs de ressources naturelles. On cite les codes miniers qui prévoient
un bon nombre de dispositions, relativement à la qui réglemente plutôt la RSC. Je voudrais bien avoir des précisions pour que l'on puisse, parce que ça c'est les fondamentaux de la RSC en RDC. Alors, je cite là le code, d'abord la loi sur les hydrocarbures. L'article 12 du règlement sur les hydrocarbures prévoit notamment les principes de priorité à l'égard des nationaux. Ça, c'est des règlements comme ça qui ressortent. C'est une disposition légale, juridique, applicable, mais qui s'applique, qui est là pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. On peut également citer particulièrement tout un chapitre qui est prévu dans les codes miniers à partir des articles 285 à 285 septies à 285 octies, qui prévoit la dotation minimale de 3% du chiffre d'affaires pour contribuer au projet de développement communautaire à une entité juridique qui devrait être constituée et gérée au niveau de constituée plutôt en vertu d'un arrêté. Et récemment, très récemment, le ministre des Mines et le ministre des Affaires sociales ont pris l'arrêté qui met justement en application cette entité-là, en prévoyant un cahier des charges qui organise justement les mécanismes de gestion de cette dotation de 0,3% du chiffre d'affaires pour la contribution au projet de développement des communautés locales. Alors, en conclusion, tout ce que nous pouvons dire sur la RSC, c'est que la RSC se conçoit comme un palliatif à l'impuissance du droit, en ce que sa vocation congénitale, la responsabilité congénitale de la RSC est de persuader et de convaincre les entreprises à exécuter parfaitement les obligations légales pour améliorer leur propre rentabilité face aux limites parfaites de la règle juridique. Alors, devant l'impuissance de l'État, devant l'impuissance de l'État qui était providentiel, l'entreprise apparaît maintenant volontairement au carrefour des intérêts des parties prenantes pour amener à ce que l'on puisse concrétiser ce qu'on appelle le développement durable dans la société. Ainsi, nous avons été assez prolixes. Je crois qu'on a déposé un peu de temps. Je vous remercie. Nous restons disponibles pour les questions parce que maintenant, vous êtes invités à entrer dans les débats, à entrer dans la... Merci pour votre attention.